Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre encore le rendez-vous de Club Média 7 sur la télévision nationale. Avec deux confrères en plateau, nous allons passer en revue, à la loupe et au pays fait, l'actualité de la semaine écoulée, que ce soit au plan national et international. Je reçois ce soir Alphonse Moïse Soudé, journaliste et analyste politique. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir vos chers confrères, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et juste en face de vous, bienvenue à Gbassagan, journaliste au quotidien Le Matinal. Bienvenue à Gbassagan, bonsoir. Bonsoir les Nike et bonsoir amis téléspectateurs. Merci d'être là pour analyser et décortiquer l'actualité de la semaine avec nous. C'était un plaisir. Qu'ont écrit les confrères de la presse écrite au cours de la semaine, le condensé c'est avec Marcel Arrossi et c'est dans Revue Hebdo. Georges Bada en cavale au Ghana et pas en Europe, selon le potentiel. Annoncé dans un état grabataire par certains de ses proches, le pensionnaire de la prison civile d'Abomey-Calavi avait son idée bien enfouie dans la tête. Il s'agit de son plan d'évasion. Depuis le week-end de son évasion, des médias l'annoncent en Europe comme le quotidien Gaskiani Info encore lundi matin. Vif d'Afrique, notre époque aussi, pour le grand regard. C'est un autre versant de la formule à Tao. Alors que ça va dans tous les sens, sur la toile surtout, le potentiel s'est attelé à rassembler quelques informations. Première chose révélée, l'ancien maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, a quitté le CNHU dans la nuit du jeudi au vendredi 18 mars à bord d'un véhicule 4x4 de couleur noire série BU. C'est cette voiture qui aurait servi de transport pour l'ex-maire dans sa fuite. Selon les sources gardées secrètes par le journal, ce véhicule 4x4 déjà à l'intérieur de l'hôpital vers 20h et une fois sorti du CNHU a directement conduit Georges Bada au Togo expressément. Mais ce n'est pas par Ilakondi, plutôt via Aplahoué, commune du Koufo. Mais où se trouve actuellement l'ex-maire devenu le first wanted de l'administration pénitentiaire? Dans la semaine qui s'écoule, les médias nationaux ont annoncé l'ouverture de plusieurs enquêtes pour retrouver Georges Bada. Le matinal parle de 3 enquêtes judiciaires. Le soleil levant aussi. Il s'agirait d'une enquête policière, une enquête administrative et une enquête des services judiciaires. Législative 2023, les partis à l'épreuve des dossiers de candidature pour défaut de pièces ou autres erreurs relevées dans les dossiers de candidature au cours des dernières élections, notamment les législatives de 2019 et communales de 2020. Plusieurs partis politiques ont été recalés par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Selon La Nation, quotidien de service public, à quelques mois des législatives de janvier 2023, il est à craindre que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est un avertissement du journal qui aurait fait des constats. Au niveau de certains états-majors, selon La Nation, l'heure est encore au débat sur les positionnements et ceci dans les rangs des plus organisés. Ailleurs, trouver de potentiels candidats pour couvrir l'ensemble des 24 circonscriptions électorales reste une problématique à résoudre. Pendant ce temps, le chrono tourne. Les délais ne sont pas élastiques, prévient le journal. L'opposition s'inspire enfin de ses erreurs, affichait mercredi Le Grand Regard. Si du côté du pouvoir, un effort considérable est en cours pour rassurer toutes les parties prenantes de la transparence dans l'organisation déjà à partir de l'élaboration de la liste électorale informatisée LEI dans le rang de l'opposition, chaque pas qui est posé semble s'inspirer des erreurs du passé afin que cessent définitivement les discours stériles qui ont conduit au Parlement décrié par tous selon Le Grand Regard. Mais Libération, à sa une, affiche qu'il y aurait d'inévitables duels à mort entre ces derniers, entre les opposants donc. Et d'ailleurs, le miel espéré est absent aux sorties actuelles. Selon Vif d'Afrique, les acteurs politiques béninois, dans leurs différentes sorties politiques et ou médiatiques, perdent de vue ou ignorent carrément à dessein le programme sur la base duquel ils veulent aller à ces joutes électorales. Si les acteurs des partis politiques proches du pouvoir surfent sur les réalisations du chef de l'État qui, en réalité, ne sont pas des offres politiques propres à ces partis, ceux de l'opposition sont pour la plupart dans la dénonciation, la critique, au point que des observateurs trouvent que les offres politiques sont mises sous boisseau. Zone industrielle de Glodigbe, le site prêt à l'exploitation d'ici juin, parce que les travaux de la première phase couvrant 400 hectares sont réalisés déjà à plus de 92%, rapporte La Nation. Plus d'une vingtaine d'entreprises ont déjà commencé à s'installer selon ce journal et des recrutements sont lancés. Des investisseurs se seraient déjà manifestés pour s'installer dans la zone. La société d'investissement
et de promotion de l'industrie CIPI Bénin déclare avoir signé des contrats de réservation avec 26 entreprises, dont des industries de transformation de noix de cajou, des industries de filature, de tricotage et de tissage du coton, des industries de confection de vêtements, des industries agroalimentaires, des usines pharmaceutiques, des usines d'assemblage d'engins et de smartphones. Certaines industries auraient déjà démarré la construction de leurs usines de production et le journal de service public affirme que d'ici mai 2022, la première phase des travaux sera bouclée et les premières infrastructures seront mises en service. On finit à présent avec la revue de quelques grands titres de la semaine. Le matinal, soutien du gouvernement aux populations face à la cherté de la vie, des mesures évaluées à plus de 80 milliards de francs CFA. Le riz, les huiles végétales, la farine de blé exonérée de la TVA. La CSA Bénin félicite l'exécutif. Matin libre, cherté de la vie. Enfin, le gouvernement reconnaît sa part dans le calvaire des Béninois. Le suivi rigoureux, le vrai challenge. Actu Express. Suite à la lourde batterie de mesures appropriées contre la cherté de la vie, place au dispositif de contrôle efficace. Fraternité, fixation du prix des produits de première nécessité, la régulation, une aubaine qui cache des risques à éviter. Le Canada du Nord, confection des listes pour les législatives de 2023, les pièges qui guettent les partis politiques. Le matinal, prétendu détournement d'un projet de barrage à Djougou, qui en veut à Biotiane. Et Vif d'Afrique, refus d'Assimi Goïta de participer au sommet extraordinaire de la CEDEAO, un affront ou un signal fort de fermeté. C'était donc à l'instant la revue de presse hebdomadaire qui nous donne de la matière pour évoquer les principaux sujets d'actualité au Bénin, et ce sera dans la deuxième rubrique de cette émission, 7 jours au Bénin. Flambée des prix des produits de première nécessité, le gouvernement de Patrice Talon sort le grand jeu. Il s'agit d'une décision issue du dernier Conseil des ministres. Il est question de débourser 80 milliards de francs CFA afin de contrer la cherté de la vie. Alphonse Moïsoudé, comment accueillez-vous cette décision? Ben, écoutez, je dis que le gouvernement se soit réuni pour prendre de telles mesures. Cela vient pour soulager un peu la souffrance de nos populations. Je dis, bon, on a parlé des produits importés, ce qui veut dire qu'on a renoncé à la perception d'un certain nombre de taxes. Ça veut dire qu'on reconnaît là, de façon claire et nette, que les taxes ont asphyxié les populations. Ça, là, personne ne peut prouver le contraire. Mais je dis, quand on parle des produits de première nécessité, moi, ça me pose un problème. Il n'y a pas ce ménage-là au Bénin dans lequel vous n'avez pas retrouvé le gari. Personne n'a parlé du gari. On a parlé de l'huile, on a parlé du blé, on a parlé du ciment. D'accord. Qu'on le veuille ou pas, c'est déjà un pas de l'exécutif. Non, je l'ai reconnu que c'était un pas. Mais quand on parle des produits de première nécessité, il n'y a pas cette famille dans laquelle vous direz vous ne trouvez pas le gari. Et quand les prix ont flambé au niveau du gari, les prix ont flambé. Quand on parle du gari, il faut parler forcément du sucre, parce que les deux vont de pair. Je dis... on a pris des mesures, mais elles ne sont pas suffisantes parce que toutes les familles béninoises n'ont pas le luxe de manger le riz importé. Toutes les familles béninoises n'ont pas le luxe de manger du pain qui est fabriqué à base de blé. Mais déjà, quel regard jetez-vous sur cette décision qui vient quand même soulager un tant soit peu la peine des populations? Le gouvernement a pris un ensemble de mesures pour soulager un peu les peines des populations, mais ça ne prend pas en compte la majorité des Béninois. C'est comme si on est resté dans les grandes villes. C'est comme si on est resté dans les grandes villes. Vous allez dans des coins reculés de notre pays où les gens ne mangent pas du pain, ils ne mangent pas de riz parfumé, ils se contentent. Parce que quand moi je parle des produits de première nécessité, je parle de riz, je parle du mil, je parle du sorgho, parce que ceux qui sont un peu dans les habitudes, on sait qu'avec le mil, le sorgho, on peut faire de la bouillie que tout le monde prend le matin. Avec le haricot, on va faire ce qu'on appelle atta et non beignet, on va manger atta. Donc je dis, ces produits-là aussi ont pris du prix au-delà de ce qui est importé. Moi, j'aurais souhaité qu'au niveau des cultures locales, qu'on puisse jeter un coup d'œil parce que cela se retrouve dans beaucoup de foyers, beaucoup de ménages. Donc, il va falloir que peut-être dans les jours à venir, que le gouvernement aussi jette un coup d'œil sur ces produits-là qui sont fabriqués localement. Bienvenue à Bassagan, dans un contexte marqué par les conséquences de la pandémie de Covid-19 et par les effets du conflit russo-ukrainien. Ce n'était pas gagné d'avance. Le gouvernement de Patrice Talon a fait fort, est-on tenté de dire? Évidemment, il faut bien sûr le préciser. Le gouvernement de Patrice Talon
j'ai toujours dit que c'est un gouvernement très pragmatique, il ne faut pas le nier. Et donc, quand il s'agit des actions, d'agir de la sorte pour venir au secours de la population, ce n'est pas une première, il faudrait bien le dire. C'est vrai que certaines personnes, il n'y avait pas des mesures assez perceptibles, en tout cas de cette façon. Quand on parle aujourd'hui de la cherté de la vie, j'ai suivi Alphonse Moïse Soudé qui faisait comprendre qu'il faut donc aller plus loin en réalité. Mais ce n'est qu'une première mesure, il faudrait bien préciser. On ne peut pas qui trop en place, mal étreint, il faudrait bien préciser. Et puisque j'ai dit, c'est un gouvernement qui suit une certaine orthodoxie, c'est un gouvernement qui a une certaine architecture. Avec ce qui vient de sortir, moi je ne dirais pas que c'est un grand jeu, je dirais que c'est un jeu grand. Il faudrait préciser. À partir de cet instant, et cette action vient aujourd'hui édulcorer et ce que nous avons, en tout cas, comme problème de cherté de la vie. Et donc, il faut saluer le gouvernement, il faut encourager le gouvernement à aller très loin. C'est vrai, vous avez cité un certain produit. Ce sont des produits qui sont plus perceptibles en réalité, qui sont tellement visibles, qui ont été choisis. C'est vrai, vous avez évoqué la farine. Avec la farine, on peut gérer avec le coût actuel. Mais si on arrive donc à une réduction certaine, ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui sur les autres produits, il aura une influence sur le reste. Donc c'est la politique des petits pas et il faut accepter cette démarche du gouvernement. Alphonse Moïse Soudé, quand vous parlez de décisions qui puissent impacter la grande masse, le CIMA est concerné et on sait l'attachement du Béninois à l'habitat, à la construction. Le Béninois veut toujours construire sa maison et dire royalement et fièrement « je suis chez moi ». Et là, le gouvernement a décidé du maintien actuel du prix de la tonne sur le marché, par exemple. Je suis d'accord avec vous que le Béninois, comme on le dit vulgairement, chacun veut se retrouver dans son carré, chacun veut habiter sa maison. Mais moi, j'ai salué cette mesure-là parce qu'à un moment donné, le prix avait tellement flambé que ceux qui étaient en pleine construction dû mettre le pied sur la pédale. Mais j'ai une inquiétude, peut-être les spécialistes au moment opportun vont essayer de nous l'expliquer. Pourquoi cette disparité de prix d'un département à un autre? Moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème puisque c'est le même territoire. Pourquoi cette disparité-là? Est-ce que c'est... Bon, je ne comprends pas. Donc, il va falloir que Cela doit être en fonction du transport, des différentes tractations. Effectivement, oui, parce qu'il y a vous aussi, vous savez très bien, le prix, par exemple, de fromage au nord n'est pas au même au sud ici. Et donc, s'il y a déjà ces genres de problèmes, et en tout cas, ces genres de réalité économique, on ne peut pas s'étonner. Oui, en fait, la distance géographique pourrait être un facteur à prendre en compte. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je dis parce qu'il faut prendre le vocable, les produits de première nécessité. On peut ne pas avoir sa maison, mais on peut manger. On est d'accord. J'ai toujours l'habitude de dire à tous ceux qui m'écoutent, Dieu n'a jamais dit que tout le monde va construire. Si tout le monde doit construire, c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas vivre parce qu'il y a d'autres qui construisent pour que nous puissions louer. Donc je dis, les mesures sont à saluer, mais je dis pour moi, on aurait pu faire des priorités, c'est-à-dire que ce qui concerne la grande masse, c'est vrai que, parce que quand vous regardez un peu les exonérations, vous allez voir que ça concerne principalement les grandes villes. Disons clairement les choses, ça concerne les grandes villes. Moi j'ai vécu au nord, jusqu'à ce que je ne rentre du nord. Le pain que je mange se fabriquait dans les fours artificiels. Et ce n'est pas avec le blé, c'est avec les produits cultivés sur place. Donc je dis, en fait, il y a que les gens aussi spéculé. Tout ne vient pas... Alphonse Moïse Soudé, les syndicalistes sont jubilés, la plupart des citoyens béninois également. On a vu récemment les syndicalistes justement organiser des meetings contre la vie chère. Et aujourd'hui, ils acclament cette décision. Mais ils sont inquiets, ajoutez ça. Écoutez, j'ai dit, il faut saluer cet effort du gouvernement à alléger les peines de nos concitoyens. Personne ne peut dire qu'on soit contre le gouvernement ou bien qu'on soit pour le gouvernement. On doit pouvoir quand même reconnaître qu'il y a un effort qui a été fait. Et ça, je le salue. Mais je dis que de notre côté, j'aurais aimé, ça c'est mon souhait, que quand je prends l'exemple du Gari, vous êtes d'accord avec moi? Vous l'avez eu à l'évoquer tout à l'heure. Bienvenue à Bassaga. Comment faire pour que cette décision soit réellement respectée sur le marché? Il y a des commerçants véreux, vous savez, il y a tous les récalcitrants qui ne veulent pas se mettre au pas.
Oui, il faudrait le dire, il y a toujours de commerçants véreux qui sont donc à la recherche du gain, puisque en tout cas cela est onéreux, ce qui se passe, en tout cas sur le marché, il faut chercher de l'argent, mais il faudrait donc tenir compte de la réglementation. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous savez qu'il y a des directions départementales du commerce et d'industrie qui ont un rôle fondamental dans cela. Il ne s'agit pas donc de rester figé à Cotonou ici pour dire qu'on veut opérer des contrôles, c'est de leur prérogative. Et quel rôle jouent aussi les associations de consommateurs qui ne sont que là pour critiquer, en tout cas pour crier par moments et parfois critiquer, mais il faut nécessairement qu'ils descendent eux aussi. C'est là où on comprendra le rôle de ces associations-là. Et donc c'est le devoir de tout le monde et le devoir du gouvernement de pouvoir dire que nous irons contrôler. En tout cas, c'est-à-dire que c'est un travail solidaire, c'est un travail de commun qui doit être effectué. Et donc il faut nécessairement, je l'ai dit, la direction, les associations de consommateurs et aussi donc nos citoyens. Parce que quand vous constatez qu'à un niveau que le prix augmente, il faut mener les démarches nécessaires pour pouvoir donc signaler que dans tel marché, il y a tel acte et aussi savoir aussi s'opposer. C'est vrai. Ils vont dire que nous devons consommer. En tout cas, vous êtes dans l'obligation de consommer. Par exemple, malgré le fait qu'on ait dit qu'il faut vendre le pain à 125 francs, d'autres ont vendu à 150, bien que cela ne soit pas ce gramme-là, en tout cas de 200 grammes. Mais quelqu'un lui aurait dit, si tu ne veux pas, il faut partir. Et donc, si ils savent que nous sommes dans le besoin et que le besoin est imminent et que le besoin est crucial, c'est là où ils aiment jouer sur l'aspect économique de la chose. Et donc, il faudrait que nous qui allions dans les marchés, nous qui allions acheter, nous devons donc avoir donc ce sens-là de contribuer à cette action pour que la mesure soit une mesure effective et efficace. Mais si nous nous croisons les bras et que nous ne voulons pas agir et que nous attendons le gouvernement, c'est nous qui allons subir parce que le gouvernement a déjà fait le premier pas. Les autres pas doivent être posés par nous. Alphonse Moïse Soudé, que fait-on pour que le contrôle sur le terrain soit réel, renforcé, afin que les opérateurs économiques puissent se conformer aux décisions gouvernementales? Vous savez, parfois quand vous allez à des endroits où vous voulez dénoncer ce qui se fait là, vous vous retrouvez seul à le faire. Je me rappelle quand à un moment donné, on dit, on a mis là à l'entrée de la boulangerie, si vous ne mettez pas votre cache-nez, vous n'y entrez pas. Je suis resté dehors parce que beaucoup sont dedans sans cache-nez. Mais quand j'ai appelé le patron, les gens disent non, il faut laisser ça. Il va falloir que tout le monde s'y engage. Tout à l'heure, je disais en offre, quand on a dit le pain à 125 francs à un grammage donné, quand vous et moi, nous avons envie de manger notre pain, on va payer, on prend notre pain, on ne cherche même pas à savoir est-ce que le grammage indiqué est respecté. Pour le ciment, par exemple, vous savez, c'est différent. Oui. Pour le sac de riz, pour l'huile de palme. Au-delà des structures mises en place par le gouvernement pour le contrôle, il faudrait que les populations se décident à dénoncer ce qui se fait. Parce que si on regardait la dernière fois, quand le gouvernement a déclaré une guerre contre les produits congelés avariés, on en a arrêté suffisamment. Pourtant, ça n'a pas empêché des personnes de continuer par les vendre. Et certaines populations se trouvant dans le besoin d'acheter ces produits-là ne trouvent pas la nécessité de dénoncer. C'est un problème par rapport à ce qui rentre dans le ventre, c'est un problème de santé publique. Et si nous ne levons pas pour dire, écoutez, c'est nous qui déboursons l'argent pour aller nous ravitailler. Si nous estimons que nous sommes escroqués sur le terrain, nous avons le droit et il faut qu'on nous donne les canaux appropriés pour qu'au moment opportun, on puisse dénoncer. C'est vrai qu'on parle de l'association des consommateurs. Bon, écoutez, depuis un certain temps sur le terrain, ils ont disparu. Il revient à chaque citoyen de prendre ses responsabilités. Quand je constate que la boulangerie appartenant à Tantampillon, ce qui est dit n'est pas respecté, j'ai l'obligation de le dénoncer. Parce que parfois, les gens ont peur de dénoncer. On dit, avec quel regard? Non, vous savez, dans la société, dès que tu viens quelque part, on a dit, c'est Agbasagan qui vient, lui, il ne fait que dénoncer. Donc, il va falloir que, de façon unanime, qu'on se dise, le rôle, il nous revient. Parce que c'est vrai que le gouvernement fera son travail, mais si le gouvernement n'a pas, si les structures installées n'ont pas l'information, on ne pourra pas lutter. Mais il faut qu'il y ait une certaine veille citoyenne. Veille citoyenne, on vous aura compris. Oui. Alphonse Moïse Soudé, une autre actualité qui aura marqué cette semaine, et c'est une opération qui est d'ailleurs toujours en cours, il s'agit de la phase complémentaire de l'enrôlement au RAVIP et en même temps l'opération de complément d'information pour les citoyens qui sont désormais en âge de voter.
voter à partir des législatives prochaines. Quel sens revêt pour vous cette opération Bienvenue à Gbassaga? On dit que cette opération du gouvernement participe donc à une élection apaisée. Il faudrait bien préciser, vous savez que nous avons déjà laissé de côté la lépie, je dirais, cette cauchemardesque lépie. Il faudrait bien sûr préciser que nous connaissons tout le temps ce que la lépie nous a causé avec des prorogations intempestives d'élections. Et donc aujourd'hui, pour éviter les problèmes du genre, il faudrait nécessairement que les choses soient faites de manière transparente. Et donc c'est ce qu'il a lieu de faire. Et puisque aujourd'hui la LEI sera donc une extraction, je dirais, du RAVIP, il faut nécessairement que tout le monde y aille se faire, en tout cas vérifier et faire le RAVIP. Mais ce qu'il faudrait dire par rapport à votre question, c'est qu'il faut la contribution de tous. Pourquoi la contribution de tous? Parce que j'ai remarqué que, c'est vrai, j'ai vu Paul Humpert, en tout cas la Force Cori pour un Bénin émergent, qui se met dans la danse afin que en tout cas les militants de ce parti politique-là puissent se mettre dans la danse. Il y a une sensibilisation autour de la chose. Oui, il y a une sensibilisation autour de la chose, mais une sensibilisation discriminatoire. Il faudrait dire discriminatoire naturellement. Pourquoi je dis naturellement? Vous allez remarquer que jusque-là, il y a certains partis de l'opposition qui n'ont pas encore à donner leur assentiment ou bien leur adhésion donc à cette LEI. Ils auraient même estimé, puisqu'ils ne sont pas mis dedans, parce qu'ils ont même réclamé si on pourrait mettre les membres du parti de l'opposition dans la confection de cette liste-là. Le problème n'est pas là en réalité. Le problème, c'est qu'il faut aujourd'hui donc amener les militants à aller donc faire le RAVIP, à aller contrôler et même mettre en place des dispositifs nécessaires pour que les gens puissent aller, au lieu de venir dans des discours stériles et exacerbants, il faudrait bien préciser, pour nous dire qu'on n'a pas été associés. Le problème n'est pas là en réalité. Sinon, il ne faut pas venir plus tard pour pleurer sur le lait renversé, pour dire que Parlement monocolore. Parce que si on veut éviter toutes ces choses-là, il faut nécessairement, à partir de cet instant, se préparer. Il faut, même si on dit aujourd'hui que l'élection est pour demain et que les membres de l'opposition doivent être prêts parce qu'ils ont dit qu'ils veulent se débarrasser de ce Parlement qu'ils ont qualifié. Ce n'est pas moi je ne qualifie jamais ce Parlement de Parlement monocolore. Et donc, il faudrait nécessairement, quand on va dire demain, qu'ils se réveillent, qu'au lieu de rester là, dans leur discours, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et donc, ce qu'il y a lieu de faire, le gouvernement est en train de remplir son cahier de charge. Il faudrait lui dire, faites tout possible pour que l'élection, tout le monde puisse participer à l'élection. Mais il y a un devoir qui revient à l'opposition. Et c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train d'attirer l'attention des opposants là-dessus. Et il faut cesser avec des propos pour pouvoir critiquer à longueur de journée et de la phraséologie inutile. Il faut éviter toutes ces choses-là. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est que passer même dans les maisons, passer même dans les coins et recoins pour sensibiliser afin que les gens puissent aller participer à cette opération, parce que demain, c'est ça qui va nous servir pour l'élection. Alphonse Moïse Soudé, 2 opérations qui sont actuellement en cours au niveau de tous les arrondissements sur toute l'étendue du territoire national pour une finalité commune, l'établissement de la liste électorale informatisée. Oui, je suis contre cette analyse un peu biaisée et tordue. Comment vous employez des mots forts. Parce que Alphonse Moïse Soudé, on va faire le débat. Alphonse Moïse Soudé, la mission, bienvenue à Gbassaga. Alphonse Moïse Soudé, s'il vous plaît, on va faire le débat en toute courtoisie. J'ai dit l'analyse. On va faire le débat en toute courtoisie. Et je vais vous dire pourquoi. Dites aux Béninois. Parce que quand on parle de sans RAVIP, il n'y a pas l'EI. Je suis d'accord avec vous. Démontrer aux Béninois l'importance d'aller se faire enrouler. Ça a été toujours fait. Je n'ai pas fini. Parce que parce que la LEI sera extraite du RAVIP. Et il faut dire aux Béninois la nécessité pour eux d'aller se faire enrôler. Quels sont les avantages qu'ils peuvent tirer? Quels sont ces avantages-là, justement? Aujourd'hui, quand vous avez le RAVIP de chez vous, vous pouvez demander votre date de naissance. De chez vous, vous pouvez vous faire établir toutes les pièces. Dites ça à nos compatriotes. Ne leur dites pas que c'est en faisant ça qu'ils ont fait l'élection. Prioritairement, le RAVIP n'est pas pour l'élection. On va d'abord se faire enrôler, se faire reconnaître comme citoyen et avoir la possibilité d'obtenir les pièces administratives de la façon la plus facile. C'est pourquoi je dis que l'analyse est biaisée. Dites à nos compatriotes, allez vous faire enregistrer d'abord. RAVIP. Là, vous êtes considéré comme citoyen béninois. Maintenant, après, on va extraire
de ce RAVIP-là, la LEI. Parce que si les gens ne vont pas se faire enrôler, ils ne pourraient jamais se retrouver sur la LEI. Donc je voudrais que dans les campagnes de sensibilisation, d'information, qu'on dise aux Béninois l'importance du RAVIP. Parce qu'il y a certaines personnes, quand vous leur dites que RAVIP, ça, c'est pour aller faire des élections, ils n'iront pas, parce qu'il y a des gens qui sont anti-élections. Mais dites-leur que désormais, avec le RAVIP, de chez toi, tu vas obtenir facilement ton acte de naissance, tu peux te faire établir toutes les pièces. C'est pourquoi je dis, ceux qui vont sur le terrain, que ce soit, sur tous les partis politiques, qu'on n'aille pas seulement sensibiliser ces militants, mais qu'on aille sensibiliser les compatriotes. Parce que si vous êtes un parti politique, vous gagnez l'élection demain, vous n'allez pas diriger que vos militants, mais vous allez diriger tous vos compatriotes. Donc il faut d'abord montrer aux gens la nécessité, l'importance de se faire enrôler. Et quand on va finir cette étape, et que tout le monde aurait compris la nécessité de se faire enrôler, que tout le monde va s'enrôler, on pourra y tirer la LEI. C'est pourquoi je dis... Bienvenue à Bassagan. Il faut donc revoir les éléments de langage afin de mieux sensibiliser les populations. Est-ce qu'il n'y a pas d'éléments de langage? Je m'étonne, en tout cas, je suis stupéfait quand j'entends Alphonse Moïse Soudé dire qu'il faut voir encore la sensibilisation sur nos chaînes de télévision, dans les radios, et dans les médias. On a toujours sensibilisé sur le RAVIP. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut venir dire aux gens que si vous ne faites pas le RAVIP, vous n'aurez pas vos pièces administratives. Je m'étonne, en tout cas, je me retrouve très hébété quand Alphonse Moïse Soudé dit cela, que mon analyse est biaisée à propos. Et c'est comme s'il me dit qu'on n'a jamais dit que le RAVIP permettra d'avoir donc les pièces administratives. Et donc, la question n'est plus là en réalité. On a tout le temps dit ça, on a tout le temps chanté cela. Les gens sont gorgonnés dans nos quartiers de ville, dans nos villages. Et on a bien précisé cela. Ce n'est pas aujourd'hui où il faut nous dire qu'il faut encore doser ou bien, je ne sais même pas, aller à un dosage savant de cela. Non, aujourd'hui, c'est clair, on connaît bien l'enjeu. Le RAVIP, c'est obligatoire pour tout citoyen béninois. Maintenant, il faut donner cette précision. Pourquoi moi j'ai abordé les partis politiques? Parce que vous savez que la liste électorale a toujours fait objet de critiques. Et donc, pour éviter, c'est dans l'éviction donc de cette critique-là, que je suis en train de dire que la mission essentielle des partis politiques qui constitue à la structuration de vote, à la sensibilisation, qui se mettent dedans. Je ne mets pas de côté un parti politique, mais j'ai toujours dit, et je vais le répéter ici, c'est que c'est les membres de l'opposition qui ont toujours donc cette vilaine habitude, permettez-moi de le dire en griffe, de pouvoir donc critiquer la liste électorale. Et pour donc ne pas aller dans cette critique, il faut nécessairement qu'ils aillent sensibiliser. Mais en faisant leur sensibilisation, c'est à eux de savoir utiliser l'élément de langage. Mais sur nos chaînes de télévision, on l'a toujours utilisé, les éléments de langage, pour pouvoir donc amener les gens à faire le RAVIP. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut alors, parce que quand vous parlez, c'est comme si vous reprochez au gouvernement, dans la conversion du RAVIP, de ne pas sensibiliser les gens sur l'utilité, sur l'importance et l'indispensabilité du RAVIP. Non, je dis non. C'est pour ça que quand vous disiez tout à l'heure que l'analyse est biaisée, je ne partage pas votre avis. Et voilà mon argument. Bienvenue à Bassagan. Quand on parle de RAVIP, on parle de la liste électorale informatisée et on parle absolument des élections à venir. Et déjà sur le terrain, les chapelles politiques s'activent. On les voit à l'œuvre. Vous avez vu ces derniers temps les acteurs politiques aux côtés des femmes pour la célébration du 8 mars. Dans presque tous les quartiers, ils s'organisent des tournois sportifs de proximité, des travaux dirigés au profit des élèves et étudiants. Pourquoi ce réveil soudain de la classe politique? Chers confrères, tous les matins, pour aller au boulot, je passe devant 2 arrondissements. Si je parle de sensibilisation, depuis qu'on a repris, je vois un mono fou tous les matins. Déjà des gens qui sont là depuis 6 heures. C'est-à-dire que des gens, malgré la sensibilisation faite... On a déjà abordé la question des législatives. Oui, j'ai dit, malgré la sensibilisation faite, il y a des gens qui ne sont pas sortis. Et je dis, si on doit faire la sensibilisation pour que les chapelles politiques, ils ont déjà commencé à travailler. Vous savez, c'est ça qui me chagrine un peu. Pourquoi on attend la veille des élections pour organiser des TD, pour mobiliser les femmes? Non, c'est grave. C'est comme si nos compatriotes constituent un bétail électoral. Ce n'est pas à la veille des élections. Pourquoi les années qui ne sont pas des années électorales, là, pourquoi on n'organise pas ces activités-là pour montrer à nos compatriotes que ça soit en temps électoral ou en temps ordinaire, nous sommes à vos côtés. C'est ça la réalité. C'est ça qui fait que beaucoup de compatriotes aujourd'hui sont déçus par les élections. Ils disent, ces hommes politiques-là sont partis, mais à la veille des élections, ils reviendront, ils vont nous soutenir. C'est la même chose. Je dis, le travail de sensibilisation ne revient pas seulement au gouvernement, mais ceux qui prétendent conquérir le pouvoir et gérer le pouvoir doit pouvoir dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ce n'est pas seulement dans le domaine électoral, mais dans tous les domaines, être
en permanence sur le terrain. N'attendons pas la veille des années électorales, mais les années électorales pour faire ce qu'on fait là. Bienvenue à Gbassagan. Quelle appréciation faites-vous de l'activisme politique actuel sur le terrain? L'activisme politique, il faut dire que c'est un désert de professionnalisation politique. Il faut le dire en toute honnêteté. Moi, je ne comprends pas. Vous allez voir, même des gens pour la Journée internationale de la femme, parce que les gens ont célébré même cela avant le 6 et sont allés dire sur le terrain, les femmes disent que nous réclamons notre leader pour l'élection prochaine, pour les élections législatives prochaines. Et quand vous prenez tous, même sur le terrain, les leaders politiques qui viennent, je ne veux pas citer le nom de beaucoup, que ce soit des deux partis mastodontes, il faudrait préciser. De l'opposition aussi. Non. L'opposition n'en a pas fait beaucoup. Il faut dire une certaine vérité. Et si vous prenez les partis de la mouvance présidentielle, quand vous prenez les deux partis, Journée internationale de la femme, allez sur le terrain, écoutez le discours. On a vu Paul Rumpe également avec les femmes. Je suis d'accord. Les discours à teinture politique politicienne. Et Journée internationale de la femme, on a dit. Et donc, c'est pour célébrer la femme. Et l'ONU n'a pas réservé cette date-là pour que les gens puissent venir parler de l'élection. Vous savez que l'élection législative prochaine, et on bifique un peu, on essaie de trouver des ramifications nécessaires pour pouvoir ramener donc le sujet de la femme aux législatives. On glisse les 24 femmes dedans. Bienvenue à Gbassagan. De quel parlement rêvez-vous pour 2023? Oui, un parlement, le parlement dont nous rêvons en 2023, c'est un parlement qui doit être toujours disposé à satisfaire le peuple. Vous savez, le parlement, j'ai toujours dit, c'est un sanctuaire législatif. Et quand on est dans un sanctuaire législatif, on doit être doté d'une certaine pureté législative. Ce qui veut dire quoi? Il faudrait que les tests, et il faudrait bien le dire, que les tests de loi qui doivent être prises, du moins, il faudrait que ces tests-là, en réalité, répondent aux aspirations sociologiques et populaires. Il faudrait le dire parce qu'on a remarqué, il faudrait le dire, de toute législature, il y a des tests de loi qui ne sont pas donc en adéquation, en harmonie avec l'aspiration du peuple. Et quand on parle de l'aspiration du peuple, quand on est législateur et on veut prendre une règle de droit, il faut tenir compte du passé, du présent et du futur. Mais j'ai remarqué, attendez que je termine avec cette intervention, c'est qu'il faudrait nécessairement que les législateurs que nous allons avoir aient une projection dans le futur lorsqu'ils seront en train de voter. Sinon, les tests revenir prendre les lois interprétatives et pour des choses, ce n'est pas du tout gai. Alphonse Moïse Soudé, quel sera le défi de la 9e législature? Moi, je veux des députés qui sachent lire les lois. Je veux qu'au niveau de la 9e législature, qu'on nous donne des députés qui sachent lire les lois. Parce que je ne peux pas comprendre qu'en tant que journaliste, après que l'on ait voté des textes, que des députés ayant participé au vote des textes ne soient pas capables de nous expliquer ce qu'ils vont voter. Ce n'est pas possible. Moi, je voudrais qu'au niveau de la 9e législature, qu'on envoie au Parlement des députés qui vont travailler les textes, qui vont tenir compte des réelles aspirations. Parce qu'ils sont les représentants du peuple au Parlement. Ils ne doivent pas prendre des lois qui vont à l'encontre des aspirations du peuple. Donc voilà, il faut que les gens aillent au Parlement, qu'ils ne soient pas là tout le temps pour faire le travail, ou bien n'étudient pas d'avance les lois, parce que chaque député devrait avoir son cabinet, faire un travail scientifique avant de venir au Parlement. Mais quand vous venez au Parlement, vous levez le doigt, à la fin on vous demande qu'est-ce que vous avez voté, que des gens ne soient pas capables de nous dire ce qu'on a voté. On n'a pas besoin, pour le développement de notre pays, on n'a pas besoin de ces gens de députés. On a besoin des députés qui comprennent réellement où va le Bénin, que veut le Bénin. Pas donner des lois à l'emporte-pièce. Il y a des gens qui votent les lois, et les lois sont là. On ne le sait même pas. Quand vous ne pouvez pas voter une loi, aller demander à une autre structure de vous expliquer les lois que vous avez votées. Ce n'est pas possible. On ne peut pas voter les lois, on se rend compte que il y a des choses qu'on a oubliées, on fait des lois interprétatives. Non, il faut prendre le temps d'étudier les lois et de les voter. Moi, je demande à nos compatriotes, quand il s'agira d'envoyer au Parlement, d'envoyer des gens qui puissent faire le travail. Mais cela veut dire qu'au niveau des états-majors, dans l'élaboration des listes, il faut prendre des gens qui peuvent réellement faire le travail. Ce n'est pas des gens qui ont une certaine influence dans le parti. Non, il faut prendre des gens qui sont compétemment bons. Merci à vous, Alphonse Moïse Soudé. Nous allons ouvrir notre fenêtre sur le monde. C'est dans Interactu. Bienvenue à Gbassagan. La Cour de justice de l'UEMOA a levé la série de sanctions à l'encontre du Mali par rapport à la junte au pouvoir.
Votre appréciation? Bon, il faut dire que on est en train de revenir à la normale. Il faudrait le dire parce que dans cette lutte ou bien guerre d'idées, il faudrait préciser, je ne vais pas aller dans certaines expressions, j'évite cela. Et il faudrait nécessairement que les actions, le dialogue soit priorisé aux sanctions. C'est vrai que vous allez remarquer que certaines sanctions ont pour objectif de pouvoir donc fragmenter ou fragiliser l'économie du Mali pour permettre à ce qu'il y ait une pression populaire. Et donc, puisque aujourd'hui les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, en tout cas de revenir donc à la normale, c'est la meilleure décision qu'on pourrait prendre. Parce que si on laissait les choses en état, ça risque de pouvoir donc disperser les différentes actions qu'il faut mener pour qu'il y ait en tout cas une certaine sérénité au Mali. Parce qu'il y a une situation géopolitique qui se pose. Vous savez, on ne peut pas aujourd'hui vivre en autarcie. Mais si tout un regroupement décide donc d'éjecter l'autre, pensant que l'autre pourrait claquer, c'est que c'est difficile à avoir. Et c'est le cas que nous sommes en train de voir avec le Mali. Le meilleur mode d'accès au pouvoir demeure les unes, la voix des unes. Oui, et je dirais de façon triviale, la CEDEAO a rencontré Garçon sur son chemin. La CEDEAO a rencontré Garçon sur son chemin. La forme de discorde était notamment la durée de la transition. Mais oui, vous savez, ce n'est pas... Mais les lignes n'ont pas bougé. Oui, parce que Assimi Goïta a refusé de respecter ce qu'ils ont dit. Je dis, on aurait pu, ce qu'on veut faire maintenant, on aurait pu faire avant de prendre les sanctions. On aurait pu discuter et ensemble, parce que vous souviennent que Assimi Goïta avait été clair pour dire le délai qu'on lui demande, ce n'était pas faisable sur le terrain. Donc la CEDEAO et Assimi Goïta devaient s'asseoir et de façon unanime trouver le délai raisonnable. Mais on a voulu imposer. Aujourd'hui, que le Mali aussi s'est entêté, on a dit bon, maintenant revenons à la maison, asseyons-nous, discutons. On aurait pu faire ça parce que dans la prise des décisions qui concernent un État indépendant, il faut qu'on traite d'égal à égal, qu'on sache quoi lui imposer. Assimi Goïta a été soutenu par les siens pour dire on ne va pas céder aux différentes pressions de la CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO se rend compte qu'il faut lever les mesures et qu'il faut inviter Assimi Goïta à la table de négociation. Pourtant, bon. Bienvenue à Bassaga, Assimi Goïta qui a été invité à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et dit qu'il répondra par visioconférence. Mais, il a ses raisons, mais il faudrait aussi l'analyser. Vous savez, vous êtes en discours, il faudrait dire, avec un certain nombre de personnes. Et du jour au lendemain, vous qui êtes seul dans cet univers, il vous invite à une réunion qui se dit même à huis clos. Attention, vous ne le savez pas. Ce qui pourra se passer, il faut mettre les garde-fous nécessaires. Et pour moi, je pense que Assimi Goïta a préféré mettre les garde-fous. Il a préféré ne pas aller se mettre dans la mamaille, je dirais même dans une fourmilière. Parce que peut-être il pressent quelque chose. Et pour qui on a déjà pris de tels genres de décisions et que ces mêmes personnes t'invitent, il faut avoir naturellement un certain pressentiment. Il faut avoir naturellement des réticences. Et donc, moi, je crois que c'est peut-être pour cette raison que Assimi Goïta a préféré ne pas aller. L'essentiel est qu'on n'en a pas visioconférence puisque la COVID-19 nous a imposé cette dynamique. Il n'a qu'à appliquer ce qui existe. Et donc, il sera de la réunion de cette façon, même de loin, il sera dans la réunion. Et personne, il n'est pas évité que vous soyez dans une réunion de la sorte, à moins que les choses ont changé, puisqu'on a déjà fini avec la COVID, en tout cas une partie, puisque en majeure partie, la COVID aujourd'hui, on constate donc cette baisse. Peut-être cela donc pourrait justifier un certain nombre de choses. Alphonse Moïse Soudé, avec cette participation, cette présence virtuelle de Assimi Goïta à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, qu'est-ce qui va désormais changer? Non, aujourd'hui, ils vont discuter d'égal à égal. C'est vrai qu'on aurait souhaité qu'il soit présent physiquement, mais c'est un militaire. Pour des raisons de sécurité, il ne peut pas y aller. Pour des raisons de sécurité. Qu'est-ce qu'il craint? Attention. Quand vous avez été l'enfant mal aimé, et que soudainement tout le monde devient gentil avec vous, c'est une gentillesse suspecte. Donc il préfère, pour des raisons de sécurité, un bon militaire. Je suis d'accord à assister à la réunion, mais je le ferai depuis mon bureau. Je crois que maintenant, on peut discuter avec lui et là, on lui dira ce qu'il faut faire. Ils vont s'entendre parce qu'il n'est pas aussi dur d'oreille, mais dès qu'il va discuter, parce que certains ne le considèrent pas. Comme le président dit que c'est un putschiste, donc par conséquent, on ne discute pas avec les putschistes. Mais aujourd'hui, avec la réalité du terrain, on s'est vu obligé
de discuter avec le putschiste qui dit, je vais discuter avec vous, mais de mon bureau, je ne viens pas vers vous. Je crois que là, c'est pour sa propre sécurité, parce que si quelque chose arrivait là-bas, on m'a dit, bon, c'est pas la CEDEAO, que ce sont des illuminés qui ont réglé leur compte avec le président malien. Donc, je crois qu'il a bien agi. Bienvenue à Bassagan, à Bujumbura, dans la capitale burundaise. Les taxis motos, taxis vélos ou tok-tok, comme on les appelle là-bas, sont désormais interdits de circulation. Ils seraient à l'origine de nombreux accidents. Mais la décision fait grincer beaucoup de gens. C'est normal que cette décision fasse grincer beaucoup de dents parce que vous aussi, vous imaginez qu'on dise à Cotonou aujourd'hui et que les motos ne circulent plus. Ce n'est plus, c'est-à-dire on demande à tout le monde de payer des véhicules. Alors il faut voir la bourse de chacun. Or le transport en commun n'est pas encore si développé chez eux et pratiquement en Afrique, il faudrait préciser. Et on demande à ce que les gens garent leurs taxis moto, les tuk-tuk et autres, c'est très difficile. Il faudrait unir. C'est là où parfois je me pose un certain nombre de questions. Je me dis, mais qu'est-ce qui parfois amène nos autorités donc, à prendre certaines décisions? Parce que je me dis, vous n'avez pas le même niveau de vie, il faudrait bien préciser, et que vous demandez à quelqu'un, un pauvron en réalité, de se mettre sur le même piédestal que vous, ce qui est anachronique, je dirais, ce qui est du moins n'est pas du tout symétrique, il faudrait dire. Et donc, cette décision, en tout cas pour Bujumbura, sera tellement très difficile et qu'il faudrait qu'on trouve des mesures, soit imaginer et par où tracer les routes en conséquence, comment les taxis-motos pourraient circuler. Il faut trouver des voies d'accès, il faut bloquer certaines voies pour dire, bon, les engins, les véhicules, donc puisque dans le langage en matière de code de la route, quand on parle de véhicules, ça prend en compte aussi les engins. Donc je dirais donc les 4 roues et autres et vont prendre par tel à terre et les autres aussi vont prendre de ce côté. Ça pourrait faciliter les choses. Mais si on veut, on va de manière drastique comme ça et pour pouvoir donc prendre de telles mesures, sincèrement, ça fait choquer. Alphonse Moïse Soudé, le Burundi est l'un des pays les plus pauvres au monde. Les citoyens de la capitale, Bujumbura, sont désormais obligés de se rendre à pied au travail ou à l'école. Je ne sais pas s'il y a des techniciens là-bas, on devait faire l'étude de faisabilité. D'abord parce que les 2 roues, c'est le moyen de locomotion de la plupart des populations de cette ville-là. Et du coup, vous vous levez du jour au lendemain pour dire désormais, aujourd'hui, j'ai suivi des gens dire on a fait 5 km à pied, on a dû porter nos bagages sur la tête. Or, c'est avec ça que les parents conduisent les enfants à l'école. Et le transport en commun n'est pas aussi développé. Moi, j'aurais bien aimé que dans ce pays-là, qu'on dise, bon, qu'on commence par développer le transport en commun et petit à petit, qu'on commence par retirer de la circulation les 2 roues, mais se lever comme ça. Parce qu'en prenant la mesure, on a mis les forces de sécurité à contribution. C'est-à-dire que si quelqu'un ne veut pas respecter la décision, la personne sera matée. Et personne ne voulant être maté, les gens étaient obligés. Donc ça a eu quand même des effets négatifs sur le commerce parce qu'il y a des gens qui transportaient leurs produits vers le marché sur ces vélos-là. Aujourd'hui, 5 km avec le bagage sur la tête, ça pose un problème. Bienvenue à Bassagan, le cas burundais pourrait-il faire école? Non, mais en Centrafrique aussi, en 2012 ou bien 2020, je ne me rappelle pas de la date, de telles décisions aussi a été prise. Et non, mais ça peut faire école, mais il faut faire ce que j'appelle, ce que Moïse a appelé tout à l'heure, l'étude de faisabilité. Est-ce qu'on ne peut pas se réveiller du jour au lendemain et sur ses humeurs, en réalité, et pour pouvoir, sur des sauts d'humeur, pour pouvoir donc prendre de ces décisions? Non, il faut analyser, il faut voir, est-ce que les gens là ont la bourse nécessaire pour se procurer un véhicule. Si vous prenez l'exemple du Nigeria, vous allez remarquer qu'il y a des endroits, même la moto, mais toi-même, tu as dit en étant sur moto, tu es en grande insécurité. Et donc, à partir de ce moment, puisque cela est déjà dans le subconscient, ils n'ont pas le choix. Mais est-ce que dans ces États, l'État dont nous sommes en train de parler, et quand vous parlez de faire école ailleurs, il faut nécessairement que la population elle-même soit consciente du fait qu'à l'heure où je suis là, moto ne peut même pas circuler dans ces villes-là. C'est à partir de cet instant qu'on pourrait gagner cette lutte. Mais si la décision suit un sens inverse et que ça quitte l'euro
pour le bas et que ce n'est pas la population qui a pu, en tout cas, arriver à sentir le besoin de laisser ces engins-là, ça serait très difficile et ils vont mater les gens, mais les gens vont crier, ça peut amener une fronde sociale. Il faudrait bien préciser ce qu'il faudrait éviter pour des États qui n'ont pas, qui ont une paupérisation, je dirais même, c'est-à-dire une paupérisation qui déjà ne fait pas la fierté et qu'on arrive donc à prendre de telles décisions. Il faut éviter pour ne pas enliser la population. Quelle sera la suite des événements, Alphonse Moïse Soudé, dans un pays où le transport en commun est encore embryonnaire? Vous savez, la suite, c'est quoi? Vous risquez d'avoir une population révoltée. Parce que les gens, à un moment donné, si je dois faire 5 km et au retour faire 5 km, 10 km, je suis fatigué, ça veut dire que le rendement de lendemain va prendre un coup. Donc je dis, que ce soit dans les pays africains, il faut toujours faire l'étude de faisabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que vous imaginez, qu'à Cotonou, qu'on dise par exemple que les ébus ne vont plus circuler. Vous savez que c'est le moyen de locomotion accessible, même aux pauvres. Donc, avant de supprimer cela, il faut trouver un moyen pour remplacer. C'est-à-dire que désormais, il y a les transports en commun. On en fait l'expérience des billets taxis. Ce n'est pas accessible à toutes les bourses. Donc, du coup, il faut d'abord faire les études pour dire qu'est-ce qu'on peut faire qui va arranger. Parce que moi, quand on veut prendre la décision, je dis toujours, il faut prendre des décisions qui arrangent la grande masse, pas la minorité. Parce que si ça n'arrange pas la grande masse, vous allez conduire le peuple à la colère. Quand le peuple se fâche, ce n'est pas bon. Dernière rubrique de cette émission, les potéines de la toile. Elle est décédée à l'âge de 82 ans, Grace Lawani, des suites d'une courte maladie. Sur la toile, c'est-à-dire sur Internet, il y a beaucoup de témoignages qui pleuvent en hommage à ce qu'elle fut, à ce qu'elle a été, à sa carrière. Alors, Alphonse Moïse Soudé, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de Grace Lawani? La dernière fois où je l'ai vue, c'est en décembre. On s'était retrouvé à un anniversaire d'une de ses amies qui faisait 90 ans, où elle est venue, elle a mis de la bonne ambiance. Avec sa voix tonitruante, on lui a donné le micro. Voilà une dame qui s'est battue aux côtés des femmes, qui, le peu de moyens que Dieu lui a donné, a mis cela au service de ses compatriotes. Elle a aidé beaucoup de personnes. Donc je dis, elle a fait son temps. Elle n'a pas vécu de façon inutile. Elle a marqué son temps et aujourd'hui les gens en parlent parce que elle a aidé beaucoup de personnes. C'est ça aussi la vie. Quand Dieu vous donne les moyens, il faut les partager avec vos compatriotes. Il faut faire leur bonheur. Quand vous pouvez aider les gens, il faut les rendre heureux. Et elle a rendu beaucoup de personnes heureuses. Bienvenue à Bassagan, Grace Lawani, femme d'affaires et promotrice de l'hôtel GL, qui porte d'ailleurs les initiales de son nom. Elle a également été chargée de mission sous l'ancien président Boni Yahi. Elle a été conseillère municipale à Cotonou, chef d'arrondissement et même deuxième adjointe au maire de Cotonou. Grace Lawani. Il faut dire que maman, je dirais, parce que c'est une dame qui a un humour conciliant, il faudrait le dire, et une mine, je dirais, fédératrice. Parce que si vous voyez un peu les différentes actions, Moïse était tout à l'heure en train donc de parler de la grande qualité de cette dame. Moi, pour ce que j'ai lu d'elle et aussi quelques actions dans lesquelles je l'ai vue, il faut dire que c'est une grande dame, c'est une personnalité et qu'il faut saluer l'âme de cette personne-là. Merci à vous. Ce sera donc tout pour Club Média 7 de ce jour. J'ai reçu en plateau Alphonse Moïse Soudé, journaliste et analyste politique. Alphonse Moïse Soudé, merci d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie pour le Bienvenue à Bassagan, journaliste au quotidien Le Matinal. Merci d'avoir été des nôtres également. C'est un plaisir. Spécial remerciement à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Je pense à Janvier Tonon, je pense à Emmanuel Sebo, à Marcel Arossi. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis également. Club Média 7, c'est tous les dimanches sur la télévision nationale à partir de 18h. Et la rediffusion, c'est bien sûr les mardis à partir de 22h30. D'ici là, portez-vous bien. Salut.